Bienvenue dans Queer, ton podcast qui décrypte les luttes LGBTQIA+, et féministes avec engagement et sans langue de bois. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet d'actualité, l'impact du militantisme sur les décisions politiques. Comment les associations peuvent-elles faire bouger les lignes? Le militantisme virtuel est-il équivalent au militantisme de rue? L'intersectionnalité est-elle la solution? Mon invité va nous livrer sa vision du militantisme version 2025. Au fait, je suis Julie, Juju pour les intimes, mon pronom est elle, je suis infirmière et vous écoutez Queer à Vif, saison 2, épisode 2. Alors moi c'est Rosa, sur les réseaux je m'appelle Rose de Messine, mes pronoms c'est elle, je suis toulousaine et cofondatrice de l'association MTT, Moment Transféminin Toulousain ou Meuf Trans Toulouse. L'état du tissu associatif est complexe, du fait des différences flagrantes de subventions. Entre les très grosses associations qui vivent comme de petites PME, et les toutes petites qui vivent sans subvention et uniquement grâce à l'implication de leurs militants et militantes, les actions de terrain n'ont clairement pas le même impact. L'État va écouter les grosses associations qui de fait ont la responsabilité de porter un message conforme aux revendications des personnes concernées. Or, ces messages sont souvent édulcorés pour être politiquement corrects et audibles par la classe favorisée des personnes politiques. D'un autre côté, les petites associations au contact direct des personnes concernées ont une vision très concrète des actions à mener pour améliorer nos vies. Sauf que ces associations n'auront pas l'oreille des politiques et ne sont pas entendues. Alors, ok pour promouvoir l'interassociatif, mais sans reproduire les schémas capitalistes voulant que le plus visible, le plus important, absorbe tout le temps de parole de l'association moins visible. Rosa, tu es là aujourd'hui pour nous apporter des éléments, des pistes de réflexion. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'espère que tu vas passer un agréable moment. On y va ? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer plutôt tranquillement avec une question pour se mettre dans l'ambiance. Comment est-ce que tu ressens aujourd'hui l'état de la société, que ce soit politique, dans son ensemble? Comment tu te sens au sein de cette société? Je pense que actuellement je me sens très bouleversé quand je pense à la société actuelle, quand je vois les nouvelles notamment autour, autour des différentes questions qui sont soulevées, notamment sur les politiques LGBTQIA+, notamment à tout ce qui vient de l'Amérique, de voir les relations aussi internationales entre la Chine, l'Amérique, la Russie. Donc il y a tout ça pour moi qui me paraît très grave. Je pense que je me sens anxieuse, je pense que j'ai peur, je pense que je suis très en colère et je me sens en même temps des fois avec une sensation d'être démuni ou de l'impuissance. Et avec cette impression qu'on ne connaît pas trop le futur, on a l'impression qu'aujourd'hui on ne sait pas écrire le futur, on ne sait pas où on va. Oui, voilà, c'est un peu là où je voulais aller, c'est qu'il y a aussi un truc où je crois qu'aussi je me prépare au pire pendant les 3 années à venir, pour ce qui pourrait se passer dans 3 ans. Donc là, je parle de la possibilité que l'extrême droite soit au pouvoir. Ouais, je me sens pas avec un regard éclairé sur le futur, en tout cas très détendu. Je me sens comme faisant ce que je peux et en me préparant aussi à faire plus et à me poser la question aussi de que faire. Que faire depuis moi, depuis mon groupe, depuis mes amis, depuis mes amours, depuis mon association, depuis ma communauté, depuis l'interassociatif, depuis la politique globale, que faire. Ouais. Et du coup, je crois que c'est un peu la question que j'ai envie de me poser avec mes camarades et les gens qui m'entourent en ce moment. Voilà, que faire ensemble. Ouais, parce que toi, tu as quand même une histoire associative qui date d'un certain temps, tu as un regard qui est lointain sur l'associatif. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de ce que tu as vécu en termes d'associatif, d'où tu viens, un petit peu comment tu es rentré dans le milieu associatif, pour qu'on comprenne comment tu en arrives aujourd'hui à toi être inquiète alors que tu as quand même un regard plutôt lointain sur tout ça en termes d'expérience. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu? Ouais, bien sûr. C'est vrai que ça fait longtemps. Avant de parler de tout ça, je crois que j'aimerais me situer du point de vue de la classe où quand même moi j'ai grandi avec des privilèges petits bourgeois qui ont aussi donné une grosse couleur à ma manière d'envisager le monde et de pouvoir aussi participer à certaines choses.
Et aussi, je suis racisé positivement, donc j'ai jamais eu affaire Mm. avec le racisme. Donc voilà, j'ai un peu l'impression que c'est des choses quand même que je tenais à dire parce que malgré ma transidentité ou aussi le fait que je fasse partie de personnes psychiatrisées, ou en tout cas Mm. avec des diagnostics psychiatriques, j'ai quand même eu des grands leviers du côté de ma racialisation positive et de mes privilèges de classe. Mm. Donc moi j'ai grandi dans une famille de gauchistes dans le Lot-et-Garonne. Quand je dis de gauchistes, j'ai deux parents du coup qui sont militants depuis toujours à Europe Écologie Les Verts. Donc moi très vite, toute petite, j'ai été dans des cortèges, dans des manifs, à être très intéressée par tout ça. J'y voyais quand même une sorte d'idéalisation un peu de tous ces gens, de tous ces drapeaux, ces formes d'identité, sans trop rien comprendre, je pense, avec mes yeux d'enfant. Suite à ça, quand j'ai un peu grandi avec l'adolescence, je pense la révolte, l'envie d'en découdre, Mm. je me suis un peu plus rapproché de luttes, on va dire, anarchistes ou communistes libertaires. Donc j'avais une cape de Batman que j'ai transformée en grand drapeau anarchiste à mes 14 ans pour aller, Ah ouais, ça commence tôt. ouais, pour aller à une manif nationale qu'il y avait à Paris. Alors je sais plus quelle lutte c'était, mais je te parle de ça, c'était il y a 22 ans. Ah ouais. Donc je pense que ça devait être un truc en 2003, Le j'imagine. CPE. Ah non, 2003, Mais ouais. non, le CPE C'était c'était bien avant, ouais. Bref, et en tout cas, Mm. du coup, je me suis retrouvé à cette manif. Il y avait les cheminots qui avaient fait un gros mouvement, qui était un gros mouvement de grève et qui avaient fait un train pour faire Agen-Paris. Donc j'étais allé là-dedans. Et là, j'avais un peu rencontré un groupe anarchiste en rouge et noir qui s'appelait Alternative Libertaire. Mm. En rentrant dans mon Lot-et-Garonne avec une pote, on s'est dit qu'on allait créer le Alternative Libertaire section collège. Donc ça, on a fait 2 tracts. Et voilà, c'était notre manière de militer en quatrième. C'est bien. En troisième, on a laissé un peu ça. Et après, il s'est trouvé quand je suis arrivé dans mon lycée, ça a été l'année où d'abord il y a eu la loi Fillon, puis le CPE. Donc je vous parle de ça, c'est du coup il y a 20 ans maintenant, hein. Ça fait 20 ans, du coup, je pense que je milite pas mal. Et du coup, j'étais assez prenante dans les milieux lycéens. Ça a été aussi un endroit de politisation assez fort, parce que je me suis retrouvé assez vite, on va dire, depuis l'endroit des personnes qui essayent d'être dans la rue, qui essaient de se mobiliser, de faire des actions. Et du coup, avoir un peu aussi, j'ai assez vite vu, en tout cas, des formes de limites dans la question du parti et du syndicat vis-à-vis de la lutte que j'ai trouvé plus de rue. Donc ça a été ma lecture à ce moment-là. Je pense que c'est une lecture qui a beaucoup changé. Maintenant, il y a une partie de moi qui a envie de s'inscrire au nouveau Front populaire et de lutter et de se syndiquer quand je travaillerai. Donc je veux juste resituer ça, mais en tout cas, à ce moment-là, j'ai vécu une forte colère et j'ai eu une politisation plutôt du côté, on va dire, de l'autonomie organisée ou de l'anarchisme assembléiste. En tout cas, de l'envie de créer du monde, créer de la résistance, créer de la positivité à partir de l'assemblée, de la mise en commun, de l'organisation, mais en dehors des organisations institutionnelles. Mm. Donc ça, c'est quelque chose qui a été très fort pour moi et qui a continué donc l'année du CPE, qui a été pour moi voilà, bon, maintenant ça fait 20 ans. J'ai encore toujours envie d'en parler parce que pour moi c'était un moment de politisation très forte. Parce que le fait en tant que lycéenne d'avoir eu 2 ans d'affilée de politisation via des mouvements contre des réformes, ça m'a beaucoup bouleversé, transformé. Mm. Et après mon bac, je suis allé à Toulouse avec un peu, je pense, la certitude que ma vie elle se ferait pas sans la militance, Mm. sans être dans des endroits où on questionne le monde, où on s'y rapporte, où on essaye de produire autre chose, de produire de la résistance, du langage, de la rencontre. Et du coup, c'est un peu en arrivant à Toulouse que j'ai rencontré un mouvement aussi politique qui est plus du côté aussi, on va dire, de l'autonomie organisée. Donc pareil, qui s'organise en dehors de l'institution et qui compose à partir de ça. Et ce mouvement, je l'ai rejoint pendant une dizaine d'années. Ça a été un mouvement qui a été source de beaucoup de conflits, de choses compliquées. Je pense que mon premier groupe avait des dérives sectaires. C'est aussi un endroit où j'ai appris des choses, et notamment quand je me suis déplacé vers Lyon, j'ai rencontré un autre groupe qui m'a permis vraiment, je pense, de nettoyer des choses compliquées que j'avais vécues dans des formes de vision avec lesquelles je me suis senti en désaccord à Toulouse. Mm. Et là, je suis tombé sur un groupe qui composait avec de l'altérité, avec aussi une vision du lien, une manière de faire ensemble, de se tenir, faire famille finalement. Maintenant, je dirais ça depuis mes yeux de queer que j'avais pas à l'époque parce que j'avais pas commencé ma transition.
Et du coup, ça a été un long moment, quoi. Ça a été participer à des luttes locales, comme la lutte contre un train à grande vitesse dans le Val de Suse, une région frontalière entre Italie et France. Ça a été les ZAD, ça a été les mouvements politiques étudiants avec les coordinations nationales, ça a été les blocages, ça a été bon, vraiment plein de choses. J'ai vraiment plein de choses à dire sur ça. Et c'était un moment très fort pour moi, en tout cas, de politisation et de rencontres, de colère et de mise en commun et aussi d'amour parce que le mouvement que j'ai rencontré, j'ai eu la chance de rencontrer un groupe qui en même temps se voulait de penser une lutte et une volonté de transformation d'une société actuelle et en même temps penser une société qu'on créerait dès maintenant depuis le collectif et le commun. Et ça, je pense, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, cette question du collectif, du commun et penser le groupe, les dynamiques de groupe, comment en fait cette société qu'on vit nous amène à des fois ne plus savoir se lier en fait et de vivre dans des formes d'individualisme, et c'est un grand mot, mais qui a des conséquences très matérielles. Suite à plusieurs questions, on va dire plutôt personnelles, je suis retourné à Toulouse. J'ai eu besoin un peu de, je pense, faire une pause de ce groupe politique-là pour me reconstruire aussi. J'ai commencé à avoir des questions de genre qui commençaient à apparaître, même si pour moi c'était pas clair. Et au bout de quelques années de retour à Toulouse, j'ai voulu m'intéresser à l'époque à ce que j'ai appelé les relations sociales de genre, pour dire en gros féminisme. Mais vu qu'à ce moment-là, j'avais pas transitionné et que pour moi, quand on était un homme cis hétéro ou perçu comme tel, on pouvait pas être vraiment allié des féministes, donc des femmes et des personnes queer, mais on pouvait juste essayer de moins les trahir possible et de lutter à son endroit. Donc je me disais pas pro-féministe, je me disais essaye d'être antisexiste, tout ça. Et à un moment, il y a eu une vague dans mon collectif de féministes et enfin de femmes, de camarades femmes qui ont commencé à dénoncer des agressions sexuelles au sein du groupe, au sein d'une personne, puis après plusieurs, hein, comme on connaît, c'est un peu la déflagration chaque fois quand la parole elle s'instaure et elle se libère. Et ça, c'est quand même quelque chose, je pense, où on peut être très reconnaissante et reconnaissant des mouvements féministes passés, des mouvements queer qui ont fortement lutté pour cette libération de la parole. Et en fait, à partir de là, un peu tout ce qui s'était mis en place depuis mon départ de Lyon, de toute ma vie, des robes que je cachais depuis 4 ans dans mon placard, que j'avais jamais utilisé, tout ça, j'ai eu besoin de bouger. J'ai eu besoin de laisser place à quelque chose d'autre. J'ai eu, je pense, voilà, un début de transition très rapide en fait. J'ai commencé à mettre un crop top, parce que pour moi, c'est beaucoup passé par les habits. Et 2 mois et demi plus tard, je m'appelais Rosa et je vivais un peu comme ça tout le temps. Je parlais de ce moment du coup de ma transition qui était il y a 7 ans, c'est important pour moi parce que ça a été un moment où j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de tout. J'ai tout arrêté. Je pense que j'ai vécu mes crises d'angoisse, mes traumas. Je pense qu'il y a une forme de trauma par la transition dans le sens où le monde dans lequel on vit, nous les personnes trans, il est tellement pas adapté au fait qu'on puisse changer de genre, de sexe, que en fait le fait de faire ça ça vient tellement toucher à plein d'endroits de ta construction psychique qui fait qu'il y a une sorte de trauma un peu par ça. Et en tout cas, pour moi, en tout cas, la violence, elle a été par l'excès de réflexion, tout devoir redigérer, enfin, et en même temps, gérer la violence de rue, la peur du rejet, les rejets effectifs qui ont pu se passer, tout ça. Et du coup, j'avais aussi un sorte de rejet des milieux politiques, j'avais besoin un peu de faire un peu de mes choses et de penser en dehors du groupe. Donc j'ai un peu aussi à ce moment-là, on va dire plutôt milité, on va dire à travers la survie de quelques sœurs que j'ai rencontrées, notamment grâce à l'association Clarté, à ce moment-là où j'ai fait ma première permanence en tant qu'usagère. Donc ça a été un truc très important pour moi parce que c'est là où j'ai rencontré les premières femmes trans qui ont fait partie de ma vie et que je croise encore dans les rues, avec qui j'ai encore une affection très particulière parce qu'elles ont été celles des premiers moments et je leur en suis très reconnaissante. Les premiers adelphes, donc personnes transmasculines, les hommes trans, les personnes non binaires, avec qui il y a eu aussi des échanges et à qui je dois beaucoup pour ma vie de femme actuelle et qui ont été là et qui continuent à être là au quotidien. Donc il y a eu un petit moment comme ça où pour moi lutter, c'était moi déjà survivre, être vivante dans le sens survivre au rejet, dans le sens de du coup pas me faire du mal, pas tomber dans des addictions, pas partir trop loin dans des trucs de santé mentale compliqués. Ça a été aussi aider mes sœurs, je pense que ça m'a beaucoup aidé d'être entouré de sœurs et du coup aussi me mettre des fois dans la position aussi de sauveuse ou d'aidante assez forte pour aussi trouver du sens à ma vie, de l'estime de moi, l'impression d'être utile.
assez vite, au bout de 1 ou 2 ans, j'ai commencé à avoir envie de faire des choses parce que voilà, moi je pense que dans le sang, j'ai un truc du politique, j'ai un truc de la militance, de faire, changer, travailler. J'adore cet endroit de la militance Mm. qui est l'endroit de la lutte, de faire contre, de lutter, et aussi l'endroit de la construction parce que dans ce groupe politique dans lequel j'étais pendant 10 ans, il y avait toujours ce truc-là de, en fait, dans la négativité, dans le fait de dire non, c'est aussi une positivité qui se défend. Du coup, un monde et une forme de vie qui se défend. Et moi, c'est un endroit, je pense, qui m'a fortement. C'est des phrases qui m'ont fortement touché et qui me touchent encore de c'est quoi qu'on défend. Là, pour moi, c'était 6 à 8 sœurs qui étaient là dans ma vie, on s'était retrouvés et c'est ça ma politique, quoi. Donc, comment je lutte pour nos vies, comment je crée des moments collectifs, Mm. comment on parle, Le on se valide dans partage, ce qu'on ouais, vit et voilà, le la partage. réflexion. Mm. Et du coup, il y a eu les premières chirurgies pour moi, parce que assez vite, moi, je fais partie de ces personnes trans qui ont reçu le besoin, qui ont ressenti le besoin de faire une hormonothérapie et de faire pas Faire mal un de parcours. chirurgies, ouais, de faire un parcours en tout cas médicalisé. En fait, après une reprise de ma première chirurgie, je me suis retrouvé à Paris et c'est à l'époque où il y a des cercles qui avaient commencé qui s'appelaient Soutien Transfemme. Ouais. C'était fait par 2 camarades à l'époque. Il y avait des groupes de parole qui étaient faits par Sacha et Anna, que je suivais sur les réseaux, qui étaient un peu mes idoles, parce que j'étais là, waouh, putain, des sœurs qui s'organisent, qui font des choses ensemble. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai transitionné, moi je suis une personne qui se sent très vite en danger, qui a beaucoup de problèmes d'anxiété, tout ça, et je me sentais vraiment pas bien dans les milieux queer. Mm. J'avais l'impression, je sais pas à quel point je l'ai vraiment vécu, mais en tout cas je me sentais vraiment en danger du fait que soit j'allais devenir un objet sexuel très vite et j'avais peur de perdre le contrôle et de vivre de la violence sexuelle, soit j'avais peur de vivre du rejet, Mm. d'être ramené à une place de monstre. Je pense que je luttais aussi avec cette société qui me faisait vivre du rejet, du fait que moi-même je me sente comme un monstre, ou moi-même des fois je me considère comme un objet sexuel pour me sentir toléré dans le monde autour de Ouais. moi. Donc je gère un peu Le avec toutes coming ces in, même. choses-là. C'est le coming in, le temps de s'accepter nous-mêmes. Voilà, c'est ça, on va dire un peu le temps de voir que notre poésie interne est un peu multiple. Oui, tout à fait. Donc, tu étais à Paris, tu découvres Et aussi donc le là, à cercle. Paris, je découvre ce cercle, j'y vais, et là, c'est la première fois de ma vie. C'est dans les locaux d'Accept ST, une asso Ouais. qui a été, qui je pense qui est très importante au niveau national, et qui à ce moment-là prêtait du coup ses locaux à ces cercles qui étaient là tous les mercredis ou tous les dimanches, je sais plus. Et là, je me retrouve avec 12 personnes autour de moi, donc femmes trans, personnes transfemmes non binaires. Donc Mm. transfemme, pour moi, ça veut dire je vais dire quelque chose qu'on n'aime pas entendre, mais je crois que pour moi, je le dis comme ça pour l'instant. Donc désolé pour mes soeurs que ça va heurter. Mais pour moi, c'est les personnes qui ont été assignées garçons à la naissance ou réassignées garçons à la naissance, Ouais. si c'est des personnes intersexes, Intersexe, ouais. qui en fait ne sont pas des garçons. Donc ils sont Mm. soit non-binaires, et c'est des transfemmes, personnes transfemmes non-binaires, ou soit qui sont des femmes, et du coup qui sont des femmes trans. Donc Ouais, moi, après, il n'y a rien de choquant. À partir du moment où tu te reconnais pas cis, tu es forcément du côté trans. Hein, donc après. bah, ça pose un peu question parce que le regard cis, pour moi, il essaie tout le temps de nous réassigner à ce genre-là. J'ai l'impression qu'aussi notre langage de militante trans et de militant trans, il se fait aussi vis-à-vis des mouvements TERF qui utilisent nos écrits contre nous. Donc il y a un peu ce Ouais. truc-là, et moi je crois que je suis dans un moment où j'ai envie un peu aussi de me libérer de ça, Mm. et j'ai envie de pouvoir parler de socialisation, j'ai envie de pouvoir parler d'assignation de naissance, Mm. j'ai envie de pouvoir parler de violences sexuelles aussi, les personnes transfemmes qu'on vit avant notre transition, notamment quand on est aussi au sein de couples perçus comme hétéro-cis. Enfin, il y a plein de trucs comme ça que j'aimerais pouvoir un peu briser. Mm. Mais bref, en tout cas, je me retrouve dans ce cercle à Paris. Et je me dis, je suis vraiment ému, quoi. J'ai envie de chialer. Je suis là comme la première fois que je rencontre mes sœurs, quoi. Je suis ému. Chacune des personnes qui parlent, leur discours me touche super intimement. Je me sens connecté très fort. Je vois mes sœurs et je les trouve trop belles toutes. Et ça, j'étais très touché, quoi, d'être ouais, de vivre une sorte de sentiment amoureux, quoi, pour mes sœurs. Mm. Je rentre à Toulouse et je vois une de mes sœurs de Toulouse et je lui dis bon ben ok, j'aimerais vraiment faire des salles de parole à Toulouse, est-ce que t'es chaud? Elle me dit ben vas-y, tout ça. Ça, il y a une troisième personne qui se greffe. On en parle, on se dit bon vas-y, on fait ça une semaine sur deux, on voit comment ça se passe. On a qu'à s'appeler Meuf Trans Toulouse. Nous, on avait très envie de s'appeler Femme Trans Toulouse Mm. parce qu'on était 3 femmes. On avait aussi envie de replacer la question d'être femme dans un milieu queer où des fois, je pense que le mouvement féministe pour le droit des femmes a été très fort en France et qu'à un moment le milieu queer, le mouvement des personnes non binaires, des personnes transmasculines, des personnes aussi bi, a eu besoin de trouver des endroits d'affirmation et à des moments a dû se frictionner avec des formes de féminisme pour exister. Et du coup, il y a eu aussi un moment dans le milieu queer pour moi la question d'être femme et du féminisme qui était un peu
pas assez pris en compte, voire un peu mal vu. Donc nous, on avait un peu envie de se réempouvoirer du fait que oui, en fait, nous, on est des femmes et on a envie de pouvoir être des femmes trans, on a envie de pouvoir parler depuis cet endroit-là, d'être trans et femmes. Donc voilà, le début de notre association qu'on nomma donc Meuf Trans Toulouse était un peu construit là-dessus. Donc bien sûr, on a eu des biais, je pense, ambiphobes un peu en début. Donc ambiphobe, c'est-à-dire la discrimination que vivent les personnes non-binaires. Donc là, les personnes trans femmes non-binaires, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux pensées pour leur accueil en tout cas. Mais bon, voilà, on était 3 personnes, on s'est lancé comme ça. Il n'y a rien qui a existé. Il faut dire à Toulouse, les meufs trans ou les personnes trans femmes, on se trouvait dans la rue, on buvait des cafés, ça n'existait pas du tout. Et du coup, là, on a lancé Meuf Trans Toulouse. Un peu comme ça. On n'était pas formé à l'écoute active. Moi, j'avais fait un peu de communication non violente avec des personnes queer qui m'avaient un peu aidé là-dessus. Et du coup, on se retrouve au premier cercle de parole de Meuf Trans Toulouse. Je crée l'Instagram en 1 heure, la première publication en 2 heures. Et là, on remplit les 2 créneaux, donc 2 fois 14 personnes, donc 2 fois 12 personnes. On refuse même des personnes et on se dit, ok, waouh. Et là, d'un coup, à Toulouse, on se retrouve avec 24 sœurs en plus. Donc on fait ça un dimanche sur 2 pendant 3 mois. Et à la fin des 3 mois, on est 40. On a créé un Discord, donc un forum pour parler. Et ce truc a continué. C'est devenu plutôt des moments chill. Et les 2 personnes qui étaient là au début, du coup, ne font plus maintenant partie du collectif et sont parties à ce moment-là. Et ça a été pris par une personne qui s'est épuisée, puis une autre. Moi, j'ai eu mes opérations, du coup, j'étais moins là. Du coup, c'est devenu des moments chill. Mais il se trouve que Meuf Trans Toulouse, ça existe maintenant depuis 4 ans, depuis mars. Mars prochain, ça fera 5 ans. C'est une asso qui s'est devenue une asso en octobre dernier ou novembre dernier. En 4 ans, c'est 380 à 440 personnes qui sont passées par l'asso. Donc autant de personnes qui ont vécu de l'accès aux soins, de la communauté de la sortie de l'isolement, du mieux-être. Donc c'est vraiment un travail très important. Et chaque année, c'est 80 à 100 personnes nouvelles, personnes transférées à Toulouse. Et il faut savoir que Meuf Trans Toulouse, ça a changé quelque chose, je pense, pour les personnes transféminines de Toulouse, donc femmes trans et personnes trans femmes non binaires. Et du coup, voilà, ma militance maintenant, elle est là-dedans. Elle est là-dedans, elle est dans l'idée de. On a relancé les cercles de parole là, au sein de Meuf Trans Toulouse, enfin, je vais dire de MTT pour aller plus vite. Je crois que c'est très important pour moi de lutter depuis cet endroit-là, et depuis cet endroit-là, aller à la rencontre d'autres choses. D'aller à la rencontre depuis cette association qui pour moi a beaucoup de sens. On a un CA qui est avec des personnes très chouettes. Donc c'est un peu, je pense, là où j'en suis dans ma vie actuelle. Donc je pourrais continuer, mais peut-être que je vais m'arrêter là. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est de voir la progression depuis que tu as commencé, où c'était, au début de ton discours, c'était très politisé, on sentait vraiment le poids de la politique, et aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu un militantisme beaucoup plus précis, tu es vraiment dans quelque chose, tu disais, tu t'intéresses aux meufs trans, c'est quelque chose que tu as vraiment ciblé, ce travail dans ton discours, on a l'impression que tu as ciblé vraiment cet endroit-là. Est-ce que la façon dont tu milites aujourd'hui, donc en 2025, est-ce que cette façon-là, elle est héritée de ce que tu as vécu avant, ou c'est quelque chose que tu as vraiment repensé avec ta transition, tu t'es dit, bon, ce que j'ai fait avant, ça appartient à ma dead life, et c'est du passé, et aujourd'hui, je vais repartir sur quelque chose qui me correspond plus, et peut-être être moins dans aller faire des ZAD, et aller faire... alors, je sais pas, peut-être qu'on vieillit, que c'est ça aussi qui fait ça maintenant. C'est possible. Mais justement, est-ce que ce militantisme aujourd'hui, allez, on va faire un truc et on va faire du jeunisme, mais est-ce que finalement les ZAD et tout ça, ça appartient pas aux personnes plus jeunes, et nous, on est plus dans un militantisme pensé, réfléchi, de coordination, de mise en place de... Est-ce que tu te sens aujourd'hui moins militante de terrain qu'avant, ou est-ce que c'est différent? Comment... Je pense que j'habite 2 endroits et depuis le temps que je milite, donc ça va faire plus de 20 ans maintenant. Ouais. Je pense en fait, je le découvre chaque fois plus et ça a été très dur pour moi d'aller vers là parce que j'étais dans des groupes politiques aussi qui étaient très refermés sur leur propre position, comme la position, les manières de faire qui politiquement transformeront la société, abattront le capitalisme, enfin ce qu'on veut. Je pense que moi là où je me sens très touché et très reconnaissant du parcours que j'ai pu faire, c'est le fait de savoir et de tout à fait qu'il y a plein d'endroits où ça se passe. Le politique, le militantisme, ça se passe de plein de manières. Ça se passe dans des associations, ça se passe dans des partis, ça se passe entre des personnes, ça se passe dans un taf où des gens vont résister à un patron ou à un harceleur ou je sais pas quoi. Et du coup, Ouais. moi je pense que mon militantisme il est tout le temps de terrain. C'est juste que j'ai bougé de terrain en terrain. Et que ces terrains, pour moi, ils font tous sens. Enfin, vraiment, je crois que maintenant, l'endroit où j'ai envie d'aller aussi avec ma transition, j'ai découvert le besoin d'un changement de réforme. Donc, de loi, de changement de loi, de choses comme ça,
qui permettent la survie de ma communauté, on va dire trans, LGBTQIA+, la question des femmes aussi. Et bon, il y a aussi beaucoup d'autres lois aussi quand même. Il y a la question des personnes en migration, des lois sur les questions de racisme, de validité, tout ça. Il y a vraiment quelque chose de très large à travailler. Voilà, moi j'ai toujours été habité par la provocation, faire des pieds de nez, tout ça, et je crois que j'ai eu un peu cette envie-là de faire un peu un pied de nez à mon passé anarchiste, et dire ben en fait je peux tout faire. J'ai fait ça, et maintenant je crois que j'ai envie d'aller vers une transformation sociale qui passera par de la réforme, donc ça veut dire par du changement de loi, du changement de gouvernement, un changement de politique, des formes de socialisme en fait. Ça, c'est un endroit où ça m'a beaucoup changé ma transition. Parce que aussi, j'ai vu comment ces lois, elles changeaient des choses dans ma vie. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, le truc de... En tout cas, moi, je me suis perçu comme l'anarchiste que j'ai été, la manière dont j'ai eu de le faire, comme une personne très privilégiée, en fait, qui avait des papiers, qui en plus n'avait pas de vécu du racisme, qui n'avait pas vécu de la transphobie. Et du coup, j'ai eu un peu un truc de, ok, maintenant, je vais lutter là. Mais en fait, j'ai envie de lutter là, tout en considérant très fort l'importance des anarchistes qui tiennent un squat et qui vont avoir des positions, d'avoir envie de construire à partir d'autres choses de l'institution. Et j'ai envie que les endroits de lutte que je propose, des espaces de lutte auxquels je vais participer à la création ou qui me créent à moi, ce soit des endroits où cette altérité, cette différence, cette hétérogénéité, elle puisse se faire. Parce que moi je suis du sud-ouest, j'ai beaucoup aussi appris du mouvement de libération basque. Donc j'ai beaucoup étudié ça, j'aime beaucoup l'histoire du Pays basque. Et moi, ce que j'ai un peu aussi appris de ce moment de résistance, c'est aussi que ce mouvement, il a été fort parce qu'il a été hétérogène. Et à la ZAD, c'est aussi ce qui m'a plu, c'est comment en fait, il y avait d'un côté les pacifistes, d'un côté les gens de la gauche qui faisaient des blocus et des manifestations, de l'autre côté des black blocs qui envoyaient des lacrymogènes, et de l'autre côté des personnes qui savaient pas trop ce qui se passait, mais qui faisaient des crêpes pour les gens qui étaient là. Et je crois qu'en fait, je désire que cette chose-là continue parce que c'est de la vie. C'est de la différence, c'est de la vie, c'est du conflit. Maintenant, voilà. Après, peut-être ça reviendra sur les questions d'après, sur la question de comment on fait les conflits, faire conflit, tout ça. Et c'est des questions qui sont compliquées, mais voilà. Est-ce que t'es pas un peu... Alors, faut te provoquer un peu, mais c'est... Vas-y, Est-ce que t'es pas un peu anachronique? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai cette impression-là que bah, tu vas voir les meufs qui se disent féministes parce qu'elles auront partagé une slide de Amical Manguin et elles vont se dire ah putain, ça y est, on soutient les Gwyn, c'est trop bien. T'as l'impression que les gens ils militent maintenant sur Insta, sur je sais pas quoi, Discord, etc. Et moi, j'ai peur que si demain il y a vraiment une problématique, ben, on ait perdu ce sens de redescendre dans la rue. Enfin, moi, j'ai vécu le CPE aussi, puisqu'on. Et on était mais des milliers et des milliers dans la rue. Et donc, on s'est battu, on a gagné. Enfin, faut pas oublier que ça a été des semaines de prise de la rue. Et aujourd'hui, je me dis, mais je crains que si on a besoin de reprendre, de lutter, ben, en fait, j'ai l'impression que on luttera derrière nos ordis. Tu parlais des lois islamophobes, transphobes, etc., qui sont sorties. Mais personne ne va lutter en fait. T'as 10 personnes qui vont prendre un moment dans la rue, mais c'est tout. Moi je suis un peu inquiète sur ça. Est-ce que tu ressens pareil ça? Ou est-ce que c'est complémentaire? Ou peut-être que c'est moi qui suis de la vieille école et qu'en fait les deux sont aussi complémentaires. Bah ouais, j'ai l'impression que tu poses une question qui est importante, c'est la question des moyens. C'est quoi les moyens pour changer une société, pour faire la révolution, ou une révolution, ou des formes de révolution et de transformation? Je pense qu'en effet, la question du réseau social, il est ambivalent. Moi, je sais pas à quel point tu vas être satisfaite de ce que je vais dire, mais moi, je suis ambivalente parce qu'il y a quelque chose qui en même temps, je trouve, permet des choses. Enfin, genre, moi, quand je vois maintenant, à notre époque, des lycéens, lycéennes qui font un coming in à eux-mêmes et qui d'un coup ont accès à tout ce savoir, toutes ces possibilités, cette communication avec des personnes, faire lien. En fait, ça sauve des vies. Bien sûr. Donc, je pense qu'il y a un endroit où la question du réseau social, comme tout organe de propagande, de faire circuler une parole, il est important. Il a son importance. Donc oui, il faut relayer les informations, oui, il faut faire circuler les cagnottes, oui, il faut relayer les violences policières, faut relayer tout ça. Et je pense que c'est très important de le faire. Après, je pense qu'il se joue plusieurs choses et qu'en fait, la question du militantisme, aussi pour moi, c'est une affaire de terrain. Et le terrain, il est multiple. Donc il y a la question du réseau social, il y a la question d'aller dans la rue pour faire une manif, il y a la question de faire une barricade pour bloquer un quartier ou bloquer un flux de transport, mais surtout, il y a la question de la grève. Et qu'on le sait, que ce gouvernement, ce qu'il craint, c'est une grève des travailleurs et des travailleuses. Et qu'en fait, la question, c'est comment tout ce qu'on construit, ça peut appuyer des caisses de grève de gens qui vont arrêter vraiment le système. Et donc là, je parle de toutes les fractions qui font cette société exister et maintenir. Donc je pense qu'il y a un peu tout ça qui se joue, et pour moi, c'est comment genre tous ces endroits-là
se trouve. En fait, j'ai l'impression que l'individualisme du capitalisme, il a fermé nos esprits à des endroits et on voit plus ce qui se passe autour et on voit plus qu'on est tous en train de galérer. Et en fait, l'ennemi en face de nous est tellement fort, tellement puissant, tellement partout. Et il y a peut-être quelque chose en moi, des fois, genre qui est un peu nihiliste, genre qui croit pas au futur. Moi, je crois plus au futur. C'est comme ça, je fais tout pour, comme si, mais en vrai, j'y crois plus. Mais qui fait aussi que du coup, on a du mal à lui cogner dessus, à lui dire que c'est sa faute. Du coup, on préfère aller chez la personne à côté qui fait un truc pas bien et taper sur les uns une les autres et toujours et mettre à cet endroit-là, en fait. Oui, il faut continuer partout. Alors. Et surtout, plus ça va durcifier, plus il y aura besoin de personnes qui vont aller donner des repas, qui vont faire de la récup pour donner aux gens qui n'auront plus à manger, parce que ça va être aussi, je pense qu'on parle d'extrême droite, on parle de gens qui vont se retrouver beaucoup plus dans la rue, de personnes migrantes qui vont se retrouver dans des situations encore plus catastrophiques, de personnes des quartiers ou issues de moments de migration qui vont vivre encore plus de violences policières. Aka, quand je parle de violences policières, je parle de meurtres, comme il y a eu à Toulouse il y a quelques semaines, au Mirail. Donc il y a tout cet endroit-là de soutien, de comment, c'est quoi les outils qu'on a, qu'on peut mettre en œuvre, et on peut tous te mettre en œuvre. Parce qu'on peut tous aller récupérer des choses quelque part, on peut tous te épauler quelqu'un, on peut tous te héberger quelqu'un. Enfin, il y a des trucs à faire et je pense que c'est très quelque chose de terrain. Et aussi, on peut tous faire ce qu'on peut. Et des personnes, elles peuvent que relayer des choses sur les réseaux et tant mieux qu'elles le fassent. Tant mieux qu'elles le fassent. Ouais, tu te situais tout à l'heure en début, et c'est vrai que moi j'ai été élevé avec cette idée que la grève, ben, c'est un brassard, parce que quand tu es infirmière, en fait, quand tu fais partie du monde du soin, que tu sois infirmière, médecin, soignante, auxiliaire de puère, et ben en fait, t'as pas le droit de grève. Alors on te le donne, le droit de grève, tu peux le faire sur tes jours de repos, et sinon tu peux te balader en travaillant avec un brassard en grève, et au final, ben, on s'aperçoit bien, c'est exactement ce que tu dis, que à partir du moment où on n'arrête pas le système, où on le bloque pas, où on le grippe pas, et bien on n'obtient rien. Et on est encore dans des luttes, nous, qui sont ben, qui servent à rien parce que finalement, on n'obtient rien, on fait chier personne, on bloque personne. Alors l'idée, c'est pas de faire chier la personne qui est encore pleine de problématiques autant que toi ou même plus que toi. Enfin, c'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est peut-être d'arriver à faire un électrochoc pour que les gens comprennent ce qu'on est en train de faire et au lieu de se diviser, ben, qu'on puisse se rassembler. Et nous, quand on fait des mouvements de grève, ben, finalement, on s'aperçoit qu'on a peu de soutien parce qu'on n'est pas visible et qu'on n'a pas de grands leaders ou leaders dans nos mouvements, qu'on n'a pas de syndicats qui sont forts, et qu'on ne sait pas faire. Et que moi je pense que c'est un métier de savoir aussi lutter. Il faut des codes, il faut savoir où aller, il faut savoir comment faire. Je m'intéresse de plus en plus aux luttes. Quand je vois que quand des manifs se préparent, on a le numéro des avocats ou des avocates de garde. Mais ça, jamais on a, dans nos manifs à nous, jamais on avait ça. On partait comme ça. Moi, je me souviens d'une manif qu'on avait faite, on était encadré par 3 motards. Et les mecs, ils se marraient. Parce que c'était une manif infirmière. Et qu'en fait, ils savaient qu'il allait rien y avoir. Et tu vois, et je me dis, mais là, c'est hyper frustrant en fait de se dire on s'est crevé à faire un truc, à monter un mouvement, en fait on se fout de notre gueule juste parce qu'on est des infirmières et qu'on n'est pas capable de bloquer une rue, tu vois. Bref, donc c'est vrai que ça fait écho un peu à ce que tu dis et je pense qu'il faut aussi à un moment donné secouer un peu la société pour qu'elle t'écoute et qu'elle t'entende. Et en ça, peut-être que les réseaux sociaux, effectivement, ont cette facilité de faire passer l'information. Bien sûr. Et en plus, à faire passer en dehors des circuits qui sont contrôlés. Parce qu'aujourd'hui, sans tomber dans une paranoïa, on sait très bien que les chaînes appartiennent à des milliardaires et qui ne sont pas assez stupides pour avoir un courant de pensée qui va aller à l'encontre de leur capitalisme et du fait qu'ils gagnent des thunes. Donc évidemment, heureusement qu'on a des réseaux parallèles pour avoir ces infos-là. On passe pas aux 20h, nous, de TF. On entend aussi souvent, alors dans nos milieux un peu moins, mais quand on va dans des milieux plus généralistes, féministes, où on est mélangé avec des femmes cis, et où là aussi on se retrouve en minorité, parce que c'est aussi ça la réalité, on entend souvent, on a des problèmes de légitimité en tant que personne transfemme, on a des problèmes de légitimité par rapport aux femmes cis. En fait, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ce féminisme-là, nous? Bah, déjà, moi, sur la question des. Qu'est-ce que c'est une personne transfemme? Je crois que moi, pour moi, c'est quand même important de dire qu'une personne transfemme, c'est une personne qui a dû dealer avec le fait d'avoir été assignée garçon et d'avoir reçu cette éducation-là et d'avoir grandi ou devoir grandir parmi les hommes parce que ça laisse certaines marques. Et je comprends ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que des fois, je me sens très proche, par exemple, de certaines personnes, certains hommes cis homosexuels, parce que j'ai un peu ce truc-là où je ressens qu'on a eu le même corps, les mêmes attentes, et qu'en fait, on a fait complètement autre chose.
qui est pas accepté. Mais je capte du coup ce que tu veux dire. Pour moi, pour le coup, le mot femme, qui peut être plutôt à la base utilisé pour les lesbiennes, plutôt avec des caractéristiques en tout cas féminines, Mm. c'est un endroit où oui, dans le mot femme, je peux voir certains de mes amis homosexuels qui sont des garçons cis. Mais le mot transfemme, pour moi, il est rapporté à ça en tout cas. Il est rapporté au fait d'avoir grandi parmi eux Ouais. ou d'avoir dû faire avec ça. Mm. L'attente au sein de la famille, au sein de l'école, au sein des clubs de sport, au sein de plein de choses. Ça laisse des marques particulières et encore maintenant, notamment quand tu es une personne transfemme militante dans des milieux queer et avec toutes les féministes cis qui à un moment étaient très heureuses d'être misandres, donc d'avoir une haine des hommes et qu'en fait cette misandrie on le voit très bien à notre époque maintenant qu'en fait elle se retourne vers les sœurs trans parce qu'en fait le regard cis il a beau s'éduquer il y aura toujours un biais d'essayer de nous réassigner à notre sexe de naissance. Donc bref, bon ça c'est une autre discussion, mais en tout cas pour la question des féminismes, moi je vois... T'as dit des féminismes. Ouais, des féminismes, moi je pense qu'il y a des féminismes. Je pense vraiment qu'il y a des féminismes, il y a des courants, il y a aussi des féminismes qui se situent dans des réalités très propres, Oui. culturelles, sociales, historiques. Donc moi j'aime bien parler des féminismes. J'aime bien me dire que le féminisme que je vais pratiquer moi en tant que femme trans, il est aussi situé à mon époque. Peut-être que je vais dire maintenant, ça fera sens autrement ou plus sens autrement plus tard ou dans un autre endroit du globe ou avec juste dans la même ville mais avec d'autres situations sociales. Donc voilà. Moi, ce que j'ai l'impression sur la question des féminismes, et en tout cas du féminisme avec les TERF, c'est que oui, en tout cas, il y a un mouvement réactionnaire qui se réactive, que les femmes trans, et notamment les personnes mineures trans, et donc là j'en profite pour faire un peu de pub à Espace Mineurs Trans, qui est une asso à Toulouse qui lutte pour les mineurs qui entament des parcours de transition ou des moments de questionnement. EM2T, ouais, sur les réseaux. EM2T sur les réseaux, donc je vous engage à les suivre et à faire des dons et voir militer si ça vous dit et que vous avez le temps et que vous avez envie de vous engager en tout cas là-dedans. Mais en tout cas, on est toujours les premières personnes qui vont se faire taper par un mouvement d'extrême droite. J'ai vu une amie et camarade qui rappelait que le premier autodafé nazi, ça a été sur des médecins qui faisaient de l'accompagnement pour des personnes à l'époque dites, je crois plutôt hermaphrodites, tout ça. Donc, qui étaient un peu en gros nos tatis, nos tontons, nos tatons, nos tontas trans, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que c'est important de se rappeler ça quand même. Je pense qu'il y a ça à se rappeler fort. Je pense qu'il y a à se rappeler qu'être une femme dans cette société, ça veut encore dire beaucoup de trauma, de violence, violence sexuelle, violence dans l'enfance, violence dans le salaire partout, et qu'il y a besoin encore que la question de lutter depuis la place de femme, elle ait une place. Je pense qu'il y a la question de être une femme, en fait, c'est très large. Et en fait, la normativité cis, le cissexisme, ça a voulu par exemple exclure le fait qu'être trans, une femme trans, c'est être une femme. Et que aussi, je pense que le mouvement féministe, là où on en est, c'est qu'on a un moment où on se rend compte qu'on a ouvert plein de portes et on se rend compte encore de l'étendue du problème et du merdier, quoi. Et comment on fait pour que toutes ces choses-là, genre, on crée un mouvement qui soit assez inclusif pour qu'on puisse être ensemble. Et donc là, je parle pour les femmes trans, je parle pour les personnes non binaires, je parle pour les personnes qui ont des confessions religieuses autres que catholiques, en tout cas en France, donc les personnes juives, les personnes musulmanes surtout. Du coup, il y a un peu tout ça, quoi. Donc voilà, moi je pense que c'est un gros travail. Je pense que ce mouvement TERF, voilà, ben, on va se le taper de plus en plus parce que c'est elles qui vont avoir le plus de thunes et celles qui font le plus scandale en ce moment dans les médias. Donc il va falloir faire avec ça. Et je pense que ça nous rappelle que les femmes qui ont des confessions religieuses perçues négativement dans notre société, qui ont un rapport au genre, qui sont trans ou non-binaires, qui vont pas forcément être hétérosexuels, on est un peu quand même les relégats de la femme et on peut nous enlever ça. Et les femmes trans, on fait partie des gens à qui on peut enlever ça. Du coup, on aura toujours, pour moi, dans l'espace féministe, un endroit où on sait qu'il y a cette insécurité. Comme le gouvernement, il peut revenir sur le droit à l'avortement, on sait que les féministes, à un moment, il peut se passer une bombe et genre juste, ok, nous, on est out of the game. Et c'est aussi là où moi, j'ai vu l'importance d'avoir un truc transfemme particulier, une base de repli, de me dire, en fait, j'en ai besoin, moi, je suis anxieuse, j'ai peur dans la vie, je me sens en danger et j'avais besoin aussi, je pense, moi, individuellement, d'avoir un endroit de me dire, ok, ça c'est créé, ça c'est là, et ça fait partie des endroits qui, j'espère, vont pas bouger. Et puis je pense qu'il ne faut pas toujours voir la négativité partout. On nous reproche souvent, tout le temps d'ailleurs, d'être toujours dans des cases. Mais en fait, il y a besoin des fois de réfléchir dans une case spécifique,
de réfléchir sur nos parcours de lutte, sur nos revendications, parce elles sont spécifiques. Et qu'encore une fois, quand tu n'es pas concerné par un problème, venir donner ton avis, bah, tu vas forcément tomber à côté. Non, mais surtout, moi j'ai envie de rajouter quelque chose là-dessus, c'est que par exemple, tu te dirais à MTT, le milieu transfemme, on lutte par et pour les transfemmes, c'est un truc réduit, mais en fait c'est super vaste. Et je pense que c'est ça que nous apprend MTT, c'est qu'en fait notre communauté transfemme, elle est super vaste. Mmh. Entre les personnes qui se considèrent comme des femmes, les personnes non-binaires, tout le spectre de la non-binarité, tout le Ouais. spectre d'être une femme, Bien d'être sûr. lesbienne, bisexuelle, Mmh. hétéro, les différents vécus qu'on a, à quel âge on transitionne, c'est quoi nos rapports historiques, c'est quoi nos manières de lutter. En fait, ça, même ça, se penser comme un... Enfin, je le dis parce que moi aussi, des fois, je le pense comme ça, mais je pense que penser que, par exemple, MTT, c'est un endroit un peu réduit, mais en fait, c'est un endroit qui n'est pas encore assez connu et qui est super vaste. Et je pense que MTT, on a un truc comme ça encore aussi qui se joue au sein de la rencontre, en fait. La rencontre Ouais. de personnes paires, d'ouvrir, de dire, waouh, en fait, il y a tout ça. Et qu'on ouvre, il y a encore tout ça. Et des fois, on a envie d'avoir des moments très spécifiques. Bien sûr, bah, Quand on aura des cercles pour les transfemmes, lesbiennes, butch, ouais. aromantiques, je sais pas, un truc comme ça, parce que c'est un espace très précis. Genre Ouais. moi je le sens quand je parle avec d'autres femmes trans qui ont le même parcours chirurgical que le mien, Mmh. ou une autre femme trans qui va être très bien avec le corps qu'elle a eu à la Mmh. naissance et sa barbe, tout ça, ben oui, je vois qu'il y a des endroits où on est différentes, des endroits où on est accroché dans notre intimité. Et Et les du coup, vécus ne sont pas du tout les mêmes, les oppressions ne sont pas du tout les mêmes. voilà. C'est complètement différent de te balader, de rentrer dans les stéréotypes de genre qu'on attend de toi quand tu es une femme. Tu le décris très bien, et puis ben, quand tu rentres pas dans ces stéréotypes-là, ben, peut-être que tes oppressions que tu vis, moi je les vis pas non, Bien je les sûr. vis pas moi, donc je peux pas en parler, et c'est ok pour qu'à un moment donné, ben, il y ait un coin où tu puisses déposer ça, en parler, et voilà, il n'y a pas de souci. Alors je te propose d'avancer un petit peu dans le podcast. Ouais. Et on va arriver sur la dernière partie, ça va vite, mais on arrive Ouais. sur la dernière partie qui est la partie politique. Alors, je vais te les poser toutes les questions, comme ça, si tu veux, tu te fais une réponse adaptée comme tu le souhaites. La première, ben, traditionnelle, c'est est-ce que tu aimerais incarner un poste politique, et si oui, lequel? Alors, peu importe, soit dans ce qu'il existe aujourd'hui, soit dans ce que tu aimerais qu'il existe. Et puis, ben, si tu peux nous donner quelques mesures, alors une ou deux spécifiques à nos parcours qui te paraissent un peu importants. Ouais, alors c'est un sacré poste. Donc ça c'est sérieux, je crois que j'aimerais beaucoup travailler dans la section qui s'appelle mince, pour l'égalité homme-femme Ouais. au sein de la région. Parce que je pense que c'est un endroit où on est pris dans une politique actuelle qui est néfaste pour tout ce qui essaye de lutter, qui vit de la discrimination en France. Mais c'est un endroit où je me dis ok, peut-être que je pourrais faire un peu des choses. Bien sûr, j'arrêterai de l'appeler Ah voilà, l'égalité on va homme-femme. changer. Ah, merci. Voilà. Ouais. Première chose, c'est on change Mais ça. C'est pas possible. voilà, donc ça c'est un truc je pense que j'aimerais faire vraiment quoi. Vraiment, je trouverais ça chouette dans mon parcours politique d'aller à cet endroit-là. C'est un endroit qui m'amènerait aussi à des endroits de complexité autour. Et moi j'étais pas anarchiste en fait, anarchiste assembléiste. Et là je me retrouvais dans une prise institutionnelle très forte. Mais bon, je pense que aussi, moi je me raconte de plus en plus qu'aussi pour vivre de la complexité comme ça, son droit de penser, de ses pratiques et les situer, c'est pour moi aussi une forme d'intelligence que j'ai envie de continuer à développer. Je pense qu'en vrai, un truc qui serait bien, c'est donner du pouvoir à des personnes concernées par des formes de discrimination dans cette société et que ces personnes aient du pouvoir, de la thune et quand j'entends du pouvoir d'agir, de créer des lois, des espaces de soins, des espaces où on retrouve du pouvoir d'agir, des choses comme ça. Voilà, gérer ça, je crois. Ouvrir des espaces pour des personnes qui se font rouler dessus en ce moment. Ouais, moi j'ai jamais compris, alors c'est un peu une aberration de notre système. L'État nous finance des associations, donc on pourrait quand même se dire bah, qu'en fait ces associations qui sont au plus près des gens concernés, elles vont remonter des infos, tu vois. Alors il va financer des associations et il ne tient jamais compte de ce qui ressort. En fait, alors probablement de l'organisation de la 5ème République qui fait que ben, tu as besoin d'être élu, réélu et réélu. Mais en fait, dans mon idée, et je pense que c'est peut-être un peu ce que tu as esquissé, c'est vraiment de repartir de la base, proche du terrain, proche des personnes concernées, de construire avec ces personnes-là un peu une assemblée participative, une espèce d'assemblée participative, mettre les personnes au centre de ce dispositif-là et les faire réfléchir aussi. Je pense que si les personnes, tu leur disais aujourd'hui, ben, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui est bon pour vous, comment est-ce qu'on pourrait faire, on y arriverait à réfléchir. On est bien conscient et consciente que ben, il faut à un moment donné pouvoir financer les choses, il faut pouvoir tout ça, mais je suis sûr qu'on arrivera à faire quelque chose en se basant sur les associations.
terminer, est-ce que tu as envie de faire une promo tu as besoin, voilà, cette question, ce dernier moment t'appartient, si tu as envie de parler de ton actualité, voilà, c'est le moment. Ouais, moi j'ai un peu d'autopromo à faire, notamment pour l'association au sein de laquelle je milite, donc Meuf Trans Toulouse ou Mouvement Transféminin Toulousain, MTT. Normalement, quand ce podcast est sorti, on aura lancé notre campagne de dons. Donc c'est une campagne de dons qui va nous servir à financer donc les activités qu'on aimerait mener, qui sont des sorties pour nos usagères, Ah, trop bien. qui sont aussi de la formation pour les personnes qui sont bénévoles ou aux membres du CA, donc sur les questions de, par exemple, recevoir un discours de violence, de l'écoute, se former sur les questions aussi des personnes trans aussi qui sont en situation de migration, aussi au niveau des cultes religieux, des questions de validité, de prise de produits, de travail du sexe, enfin bref, on a un grand besoin, je pense, vu qu'on devient une association qui grandit, on a aussi besoin de mieux se former pour pouvoir avoir un accueil et proposer des actions politiques, des dispositifs adaptés aux personnes qui viennent par notre association. Donc voilà, on a besoin de thunes. Aussi pour moi, ce qui est important à dire, c'est que si vous avez des personnes concernées autour de vous, personnes transfemmes, des personnes qui se posent des questions, des choses comme ça, bah, vraiment faites circuler le nom de notre asso. On fait du mieux qu'on peut. Sûrement on fait des bêtises, mais on essaye vraiment de le faire depuis l'envie de rapporter du mieux-être et de lutter contre un monde qui nous semble injuste. Ouais, je mettrai l'adresse l'adresse de votre Insta sur le podcast. Waouh! Eh bien, merci beaucoup, Rosa, pour cet échange. Au plaisir de te croiser, de te recroiser lors de nos événements publics. Pour notre part, nous nous retrouverons dans 15 jours avec une nouvelle interview. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Queer à Vif spécial militantisme et politique. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à partager cet épisode ainsi que les autres autour de vous pour continuer à faire entendre nos voix. D'ici là, solidarité avec toutes les personnes opprimées ici et ailleurs. La lutte continue. À très vite. C'était Julie, votre hôte queer. Le temps de la colère, les femmes